Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le RPO vous invite à un webinaire à bord vasculaire chez le nouveau-né en salle de naissance. Les modalités du webinaire, les micros et caméras sont inactivés par défaut. Vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions-réponses. Elles seront abordées en fin de présentation. En fin de session, un questionnaire s'ouvrira sur une enquête de satisfaction et afin de nous améliorer, ce serait gentil de nous la remplir. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube RPO. Ce webinaire a été imaginé par le pôle gestion des risques du RPO. Le pôle gestion des risques s'inscrit dans un objectif global du réseau d'améliorer le parcours de soins des mères, des couples et des nouveau-nés par la coordination, l'accompagnement et la formation des professionnels de la périnate. Quelques actions du pôle: assurer un suivi régulier et réactif des événements indésirables associés aux soins qui sont déclarés au réseau, animer et faire le suivi des RMM in situ, animer des RMM régionales, apporter notre soutien aux établissements et réaliser une cartographie du territoire pour les grossesses à risque. Pourquoi un webinaire à bord vasculaire chez le nouveau-né en salle de naissance ce jour? Au décours des RMM in situ, on s'est rendu compte de la difficulté pour certaines équipes du choix de l'abord vasculaire en urgence. Et c'est pourquoi nous avons invité M. Étienne Oraro, puériculteur du SAMU pédiatrique de Toulouse, qui va nous parler de l'abord veineux périphérique et des difficultés techniques, M. Fabien Thierry, pédiatre au SAMU pédiatrique de Toulouse, qui va aborder le KTVO en situation d'urgence, le docteur Camille Tison, pédiatre et neuropédiatre, qui travaille au SMUR pédiatrique de Toulouse et à Auch et qui est directrice du RAMP, qui va nous parler de la voie d'abord d'urgence du cathé intraosseux, une alternative au KTVO. Après, nous aurons un petit peu de temps de questions-réponses et ce webinaire s'est fait donc avec la collaboration du pôle gestion des risques et aussi de M. Bruno Serre, notre chargé de com. Je laisse la parole à M. Étienne Ouaro. Bonjour à tous. Du coup, nous allons aborder la question de l'abord vasculaire chez le nouveau-né en salle de naissance. Pour commencer, on peut parler de la définition de ce qu'est un boulevard veineux. Effectivement, nombre d'équipes sur les différentes prises en charge peuvent parfois avoir l'appréhension euh, par rapport à une pose de voix. C'est sûr que c'est différent de poser une voix chez un nouveau-né prématuré de 25-27 semaines ou chez un nouveau-né à terme. C'est juste une question de dimension qui fait la différence, mais l'appréhension reste quand même assez importante en fonction des équipes, qu'elles soient habituées à l'enfant, au nouveau-né ou à l'adulte. Suivant. Alors, quelques photos pour vous montrer effectivement les différences de gabarit, de taille, mais néanmoins, on retrouve à peu près pour toutes les morphologies la même définition du boulevard veineux, que ce soit chez l'adulte, l'enfant de 5 ans, celui de 2 ans, celui d'un an. Suivant. Suivant. Là, vous voyez bien une main avec effectivement l'enfant de 2 mois et le petit prématuré de 1,5 kg avec une veine un peu bleutée mais qui a été déjà ponctionnée, d'où le petit plan de ponction visible. Suivant. Alors, sur ma partie, on va aborder les sites, on va dire, les plus communs pour la pose d'une voie veineuse périphérique. En première intention, on pense bien sûr à la main. Pourquoi la main? Parce que c'est les plus faciles d'accès, plus facile à immobiliser. Vous allez voir ensuite que l'immobilisation reste quand même assez importante pour éviter notamment la déperfusion. Suivant. Suivant. Alors, ça a été un petit peu vite, mais tout simplement pour vous montrer que le travail sur une pose de voix, notamment chez le nouveau-né, il est essentiel de travailler en binôme. Un binôme pour pouvoir justement immobiliser la main, l'articulation de l'enfant afin d'éviter qu'il ne bouge un peu trop. Et effectivement, le professionnel qui va pouvoir ensuite lui poser la voie veineuse. Alors, dans les cas où sur la pose de main, il y a quelques difficultés, quelques appréhensions,
Petit repère anatomique, une petite aide qui est assez simple à retenir. Il s'agit de compter vos phalanges, de remonter jusqu'à la quatrième phalange, et vous allez ensuite tomber forcément sur la petite veine que vous voyez grâce à l'aide de la souris. Donc cette veine, même si là sur les précédentes diapos, elle est plus que visible, parfois cette veine, elle n'est pas sentie, elle n'est pas visible, mais en piquant dans cette zone, on touche forcément quelque chose. Suivant. Alors, pareil, pour pouvoir plus facilement poser la perfusion. Alors, il y a une petite technique qui est la technique dite du C, qui permet de bloquer avec le pouce les doigts de l'enfant et l'index, le haut du poignet, poignet qui est ainsi cassé de façon à limiter un peu la mobilité, qui permet également grâce à l'index, de tendre un peu plus la veine et de pouvoir piquer avec un peu moins de difficulté. Suivant. Alors, les petits conseils, effectivement, sur la pose de voie veineuse. Chez l'enfant, le nouveau-né, il s'agit de serrer le garrot modérément, pas comme chez l'adulte, et de serrer notamment à la dernière minute, de façon à, à éviter que la veine ne disparaisse parce que, effectivement, membre qui devient un peu tout rouge. Il s'agit aussi de piquer de manière horizontale et superficielle. Ça sert à rien de piquer à 45 degrés, d'aller chercher trop profondément. Généralement, les veines chez le nouveau-né et l'enfant sont dites superficielles. Donc, il s'agit de ne pas y aller trop profondément. Et enfin, une petite donnée essentielle, si possible, ne pas choisir la main où l'enfant utilise son pouce. Si cet enfant utilise encore son pouce, pouce main droite, on va essayer de privilégier plutôt la main gauche, si possible, bien sûr. Suivant. Ça- Est-ce qu'on n'a pas loupé un truc juste avant? Excusez-moi. Non, peut-être pas. Bref. Sur le second site qu'on privilégie, ça va être effectivement le site du pied également. Le pied, vous voyez sur les différentes photos. Sur la photo de gauche, vous avez une belle saphène qui apparaît au-dessus. La saphène qui peut être justement euh, utilisée comme une voie périphérique de bon calibre. Si jamais vous galérez au niveau de la main, par exemple, elle permet aussi, on peut aussi piquer au niveau du pied, sur la face du pied, ce que vous voyez sur la seconde photo. Et sur la troisième photo, c'est la même veine que sur la photo du milieu qui a été donc piquée. La pose de voie a été possible. Et là, vous voyez le montage fait avec immobilisation. Alors, il s'agit effectivement sur le pied d'avoir une bonne immobilisation et on va effectivement préconiser la pose de pied plutôt chez le nouveau-né nourrisson qui n'est pas encore en âge de se mettre debout, etc., ce qui évitera effectivement tous les risques de déperfusion, etc. Suivant. Donc, petite image qui vous permet de visualiser un peu la localisation exacte de la saphène. Euh, voilà, elle se monte, on va dire, dans l'idéal avec un garrot, mais effectivement, si jamais, comme pour la main, vous avez des difficultés à la voir ou à la ressentir, vous avez toujours, en fait, effectivement, cette petite aide, ce petit repère anatomique qui vous permettra justement de la chercher, de la trouver. Suivant. Alors, une petite vidéo pour vous montrer ensuite la troisième possibilité, c'est la pose de voix au niveau du pli du coude, qui nécessite quand même l'immobilisation complète du bras, ce qui est peu confortable à l'enfant, notamment chez le nouveau-né nourrisson, qui va avoir tendance à ramener les bras vers lui par sécurité. Euh, ce qui est un peu moins confortable, effectivement, c'est ce qu'il va falloir immobiliser le bras dans toute sa longueur pour éviter justement que l'enfant euh, ne plie ce bras. Et pour le bloquer, on utilise notamment planchette en milieu hospitalier ou ça peut être aussi une couche pliée, des paquets de compresses en fonction du gabarit, de la morphologie de l'enfant. Alors, vous voyez,
une donnée importante, c'est sur chaque poste de voix, il est important de travailler notamment en binôme. Un binôme, et j'insiste lourdement là-dessus, un binôme qui va permettre à la fois d'immobiliser le bras et aussi de pouvoir rassurer l'enfant, de communiquer avec lui, pendant que le professionnel peut se concentrer sur sa pose de perfusion. Dès que la veine est touchée, on va assez vite dégarroter. Suivant. Su- Suivant. Alors, on enlève le garrot assez rapidement dès le retour veineux. Et à la différence de l'adulte où vous allez pouvoir effectivement pousser votre cathlon en plastique directement et enlever l'aiguille, là, nous, on va plutôt s'aider d'une petite seringue de 1 ml, 2 ml ou 5 ml de sérum phi pour pouvoir juste voir euh, faire monter le dispositif directement dans la veine tout en testant qu'on ne soit pas à côté, que ça ne bougne pas, etc. Alors, effectivement, en salle de naissance, quand on n'est pas dans un contexte d'urgence, le bilan sanguin reste une possibilité. En contexte d'urgence, on ne va pas chercher à avoir le bilan sanguin coûte que coûte, sauf demande spéciale du médecin, mais il s'agit principalement de prélever un peu de sang, au moins pour une hémoculture, si jamais l'enfant nécessite par la suite une injection d'antibiotiques. Suivant. Donc, vous voyez, en fait, le fonctionnement de sang chez l'enfant se fait notamment goutte à goutte. Vous voyez que le dispositif n'est pas intégralement positionné dans la veine. À l'aide d'une seringue de 2 cc de sérum phi, on va pouvoir pousser doucement le sérum phi et monter complètement, ce qui permettra par la suite, je peux le montrer sur la deuxième vidéo tout à fait. Vous voyez que là, le dispositif est quand même un peu extériorisé, n'est pas encore intégralement dans la veine. Et avec l'aide d'une seringue de 1 ml de sérum phi, on va pouvoir pousser tout doucement. Il ne s'agit pas d'aller trop vite, il s'agit de faire les choses avec patience pour que ça soit efficace du premier coup. Là, le dispositif est monté intégralement, pas d'obstacle particulier. Il n'y aura plus qu'à fixer et à brancher la perfusion. Suivant. La deuxième partie qui est très, très importante consiste à la fixation du cathéter. Vous voyez du coup qu'on va mettre des petits offsites, des petites ailettes sur le dessus, dessous. Je vous montre la fixation une fois et après on passera à la diapo suivante. C'est celle qu'on pratique effectivement au CHU, de façon à pouvoir sécuriser le cathéter. C'est la première partie de l'immobilisation, effectivement, avec l'offsite, et ensuite, par la suite, on immobilisera l'articulation vu qu'on est au pied du coude, mais c'est valable aussi sur la main, pied, etc. Il s'agit de bien immobiliser de façon à éviter à ce que sur un mouvement malencontreux, l'enfant se déperfuse et qu'il faille tout recommencer. En fait, c'est assez de se dire que chouette, on a eu la veine, on est dedans, mais la partie fixation, c'est quand même 50% du travail. Voilà. Il n'y a plus qu'à brancher après et surtout fixer avec une petite planchette et bloquer l'articulation. Suivant. Donc, pour vous montrer un peu, voilà, ce qu'on a un exemple qu'on utilise au CHU, planchette avec le matériel adéquat. On peut vous montrer sur la vidéo de droite. Vous voyez qu'on va quand même chercher à bloquer la main, bloquer le poignet, bloquer la main de façon à ce que ce soit vraiment sécurisé. Il s'agit de bloquer au niveau des doigts sans trop serrer non plus. Il ne faut pas que ça fasse garrot. Et vous voyez qu'on va coller latéralement tout en laissant dégager le trajet de la veine afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques de voie diffuse, etc. par la suite. Suivant. Donc, ce que je vous disais il y a quelques secondes, il s'agit de laisser le trajet de la veine libre visuellement et surtout, dans la mesure du possible, laisser un débit de 2 cc/heure de sérum phi, de G5, en fonction de ce que vous devez utiliser,
sur chaque voie utilisée, de façon à garantir que la voie ne soit toujours opérationnelle, pardon. Dans ces conditions, il s'agit d'utiliser un pouce-seringue électrique, d'où le terme PSE. On ne laisse jamais de débit libre via une poche de perfusion chez un nouveau-né et ou nourrisson, et même chez, on va dire, chez le petit enfant. Il ne s'agit pas de lui brancher 500 millilitres de polyonique et de ne pas contrôler le débit et qu'il reçoive ces 500 millilitres en l'espace de 20 minutes, ce qui, chez un enfant d'un an ou deux, ne lui fera pas forcément que du bien. Suivant. Alors, on a vu la partie voix, pose de voix, fixation. Bon, il s'agit aussi de parler du montage néonat. Donc, comme on utilise des pouces-seringues électriques, on va utiliser, à la différence de l'adulte, où on va avoir le pochon et la tubulure. Non, on va utiliser effectivement une seringue de 50 millilitres avec effectivement d'autres tubulures suivant. Donc, vous voyez sur cette diapo, en fait, sur la droite, je vous parlais du pochon avec effectivement la tubulure dite classique. Sur la gauche, ce sera le montage dit néonat utilisé couramment avec effectivement une seringue de 50 millilitres. Ensuite, une première tubulure pardon, d'un mètre 50 et un robinet et un petit prolongateur, une petite tubulure de 50 centimètres. Alors, la différence, effectivement, par rapport à la tubulure de droite, c'est que vous allez avoir effectivement un volume inférieur sur notre montage néonat, où vous avez en fait, effectivement 2 millilitres environ de liquide pour pouvoir purger tout ce dispositif contre 15 à 20 millilitres sur le dispositif de droite. Effectivement, donc ça fait un volume un peu plus conséquent. Voilà, juste avant de finir, on a parlé des abords principaux. Je me rappelle après qu'il y a aussi d'autres possibilités en cas de difficulté, notamment tout ce qui est veine radiale au niveau de la main. Pour les personnes un peu plus expérimentées, vraiment dans les cas un peu plus complexes, on peut aller effectivement on peut éventuellement pardon, poser une voie, une perfusion au niveau de la tête. Mais ça demande quand même on va dire une expertise. Il y a aussi la jugulaire qui peut être utilisée dans les cas un peu plus extrêmes, mais voilà, à voir en fonction des besoins et des demandes médicales. Euh, je rappelle aussi qu'il est nécessaire de tenir compte effectivement de l'anxiété et de la douleur potentielle que peut ressentir l'enfant à ce moment-là. Donc, il est très important aussi d'utiliser toutes les ressources à votre disposition, à savoir la succion sucrée chez le nouveau-né. Ne pas hésiter à bien le coucouner, voir chez le plus grand tout ce qui est objet de détournement, comme une histoire, un livre, et l'utilisation du méopa si besoin. Voilà, merci de votre attention et petit message final, ce n'est pas la taille qui compte. Merci à vous. Merci beaucoup, Étienne. On va laisser la parole à Fabien. Merci Dominique. Donc moi je vais vous parler du cathétérisme veineux ombilical dans des situations d'urgence en maternité ou éventuellement lors d'un accouchement inopiné extra-hospitalier. L'objectif de cette présentation, c'est de connaître les indications du KTVO en urgence, le matériel nécessaire, la procédure à la pose de ce KTVO et les complications associées. Alors, petit rappel anatomique sur la circulation fœtale. Donc, le sang oxygéné venant du placenta arrive chez le fœtus via la veine ombilicale, traverse le foie par le canal veineux d'Arantius, arrive dans la cave inférieure, puis se déverse dans l'oreillette droite et va dans la circulation générale. Donc, quand l'enfant naît, qu'on fait un clampage et une section du cordon ombilical, on aura donc une veine ombilicale qui va être ouverte, qui représentera une véritable voie centrale, qui peut persister jusqu'à 15 jours de vie. Et le problème, c'est que cette veine ombilicale est branchée directement sur le foie et la circulation générale avec des risques d'embole ou de sepsis. Donc, il faut faire attention. C'est une voie d'abord facile, mais dangereuse quand même. Alors, le cordon ombilical. Juste pour vous dire, le cordon ombilical, bon, vous savez, est constitué de deux artères ombilicales. On peut éventuellement n'avoir qu'une seule, mais c'est plutôt rare. Mais voilà. Et ces deux artères ombilicales, quand on coupe le cordon, elles vont avoir l'aspect de deux asticots côte à côte. C'est l'aspect qu'on voit sur la diapo de droite, en bas. Ensuite, elle est constituée d'une veine ombilicale qui est bien sûr unique. On regarde des deux artères ombilicales, elle est ouverte, elle est béante, avec des parois épaisses et blanches. Bon, parfois, il y a du sang qui sort, mais si on enlève ce sang avec une compresse, on voit que
les parois de cette veine sont vraiment béantes. Alors, je vous ai présenté une petite tête de Mickey là-haut pour dire que généralement, on représente le KTVO comme une tête de Mickey, c'est-à-dire les deux oreilles représentent les deux artères ombilicales et la bouche représente la veine ombilicale. Bon, ça permet d'avoir, c'est un code de mémoire pour pouvoir se souvenir comment est foutu le cordon ombilical. La veine ombilicale est un accès rapide, fiable et à faible risque, comme vous le verrez, on le développera juste après. Alors, les indications. Bon, celle qui nous intéresse essentiellement, l'abord veineux d'urgence, c'est le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Mais il y en a deux. Donc, l'abord veineux d'urgence en réanimation en stade de naissance pour le nouveau-né ou éventuellement dans le cadre d'un accouchement inopiné extra-hospitalier. L'idée, c'est l'enfant est en arrêt, il faut lui passer rapidement de l'adrénaline. Eh bien, on va utiliser cette voie d'abord, ou il faut faire une expansion volémique ou mettre du sang. Et on a aussi cette voie d'abord, je pense au Benkiser par exemple, hein, d'accord. À savoir que dans ces situations d'urgence, les mesures d'asepsie vont être minimales et le KT va être retiré à ce moment-là dès que possible parce qu'on le laissait en place, mal positionné, on verra un tout petit peu après, mais peut représenter des dangers. C'est simple, honnêtement, si on fait un apprentissage bien fait et l'apprentissage est en général assez rapide. Bien sûr que pour la deuxième indication qui est l'apport veineux central, là c'est plus compliqué, il faut être, comme j'ai mis là-haut, un expert, il faut le faire dans des conditions d'asepsie extrêmement rigoureuses. On le fait pour des nouveau-nés de poids inférieur à 1,2 kg, des enfants qui ont des états hémodynamiques instables ou ventilatoires précaires. À ce moment-là, on va mettre plutôt des KT double voie ou lorsqu'on veut mettre des solutés hyperosmolaires pour les hypoglycémies sévères ou l'exsanguinotransfusion. À ce moment-là, on va aussi faire un contrôle radiologique systématique et on veut que l'extrémité du KT soit à l'injonction entre la veine cave inférieure et l'oreillette droite. Les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui est l'omphalocèle. Bon, je ne vais pas détailler les termes, mais c'est l'omphalocèle, l'omphalite et plus ou moins la paroschisis. Alors, le matériel nécessaire. Alors, c'est un truc à l'après-vert, là, comme on dit. Voilà, une liste à l'après-vert, mais bon, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un antiseptique non coloré, un champ stérile moyen, des compresses stériles, un cathéter ombilical 5 French pour les nouveau-nés à terme ou 3,5 pour les prématurés, un robinet 3 voies, un bistouri stérile, un ciseau stérile, une pince droite à griffe. C'est ça qui est le plus important. Les autres pinces, c'est moins important. Il faut des seringues de 10 ml et 50 ml, deux seringues de 1 ml, un trocard, une aiguille trocard pour retirer le sérum FI ou bien l'adré, une poche de 250 ml de NaCl, une ampoule d'adrénaline ou 2 ampoules et un lac stérile. Et alors, attends, on va tourner. Juste pour vous dire que c'est certain que si on doit chercher tous ces instruments aux quatre coins d'une salle de réanimation, c'est foutu, c'est trop tard. Pour l'adrénaline, ça sera trop tard. Donc moi, je vous conseille de constituer de véritables kits de KTVO ou d'urgence qui vous permettra d'injecter le plus rapidement possible les drogues qui sont nécessaires à réanimer ces enfants. Alors, la préparation et le montage du KTVO, donc il faut, donc, comme je l'ai dit, le cathéter veino-ombilical, au robinet 3 voies, une seringue de 10 ml d'une dilution d'adrénaline ouverte à la dilution, deux seringues de 1 ml de la dilution d'adrénaline, une seringue de 10 ml de NaCl et une seringue de 50 ml ou 60 de NaCl à 0,9, sachant que l'adrénaline, on va le diluer classiquement, on va mettre 1 ml égale 1 mg d'adrénaline dans 9 cc de sérum FI pour une dilution à 1 ml égale 100 microgrammes d'adrénaline et on va injecter dans le KTVO 0,1 à 0,3 ml de la dilution tous les 4 à 5 minutes si nécessité d'injecter l'adrénaline sur un enfant qui est en arrêt. Vas-y. Alors, le montage en lui-même, donc le montage simple, bon, on va mettre le KTVO sur le 3 voies et la seringue de 10 ml sur l'autre côté du 3 voies. Et on va bien sûr rincer, ça c'est important, le KTVO et le 3 voies. On fait ensuite un montage en Y avec, bon, bien sûr, si on a besoin d'adrénaline, mais souvent il faut le prévoir. Montage en Y avec la seringue de 1 ml d'adrénaline avec de l'autre côté du KTVO, enfin, branché sur le 3 voies, la seringue de 10 ml de NaCl à 0,9, ça c'est le schéma, la photo A. Et photo B, je vous ai mis la seringue de 60 ou 50 ml. Ça c'est au cas où on doit faire un remplage. Je pense bien sûr au Benkiser. Souvent, on est obligé de mettre rapide, de faire un remplissage pour que l'enfant accroche, pour qu'il passe au-dessus de 60 battements par minute. Et là, on est obligé de faire un remplissage rapide. Donc, c'est pas mal d'avoir prévu une seringue de 60 ml pour faire ce remplissage et ensuite faire des rinçages pour l'adrénaline par derrière si nécessaire. Alors, dans cette pose de KTVO en urgence, c'est clair, pas d'asepsie
très, très prononcée, il faut une asepsie minimale, c'est-à-dire le bonnet, le masque, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique et des gants stériles, point barre. Alors, la procédure, donc pas encore, donc, il faut d'abord désinfecter la base du cordon, vous allez voir sur le film. Hein. On va lasser le lac sans le serrer autour du cordon ombilical au niveau de sa base. On ne le serre pas initialement, on le fera que si jamais ça se met à saigner, c'est pour éviter les hémorragies au niveau du cordon. Puis, on va couper le cordon à 1-2 cm de la peau du nourrisson. Donc, on va voir cette vidéo que j'ai captée, que j'ai prise sur le réseau Aurore qui a très bien fait ce montage sur une simulation d'une pose de KTVO en urgence. C'est un enfant nouveau-né en arrêt, il est ventilé, vous allez voir, il est massé, et vous allez voir quand même la difficulté quand même de passer un KTVO, c'est pas forcément toujours facile. Vas-y. Ok, vous avez vu, la vidéo dure 20 secondes. Donc, dans un monde idéal, en 20 secondes, si on s'est bien préparé, si le matériel est prêt, si les gens sont entraînés, c'est 20-30 secondes, moins d'une minute pour mettre un cathéter dans une veine ombilicale. La suivante. Alors, ça, c'est pas encore. La procédure. Ensuite, une fois qu'on a coupé le cordon, il faut introduire le KTVO dans la veine ombilicale avec l'aide je dis bien une pince à griffe, c'est ça le plus important. L'idée, c'est de mettre en rectitude le cordon ombilical pour aider au passage du cathéter. Alors, on va mettre le cathé jusqu'à un repère à la base du cordon. Je dis bien à la base du cordon, pas de la peau, mais à la base du cordon, qui est de 5 cm pour le nouveau-né à terme et 3 cm chez le prématuré. Prématuré, c'est inférieur à 32 semaines. Alors, il faut dire que le cathé, comment c'est fait? Un cathé, si on regarde, il y a des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 15 ou 20, je ne sais plus. Et donc, c'est ces chiffres-là qui sont intéressants parce que ça représente des centimètres et on va prendre comme repère ces chiffres-là. Une fois qu'on a mis le cathé, on va injecter d'abord 2 ml de NaCl. Ouais, je vous dis ça, c'est pour voir si ça passe bien. D'abord, il faut que ça passe sans problème. Sinon, si ce n'est pas le cas, ou si on force, ou si éventuellement on a le sérum qui remonte, c'est qu'on a fait probablement un faux chenal, c'est-à-dire qu'on a dilacéré carrément la veine ombilicale et que là, c'est terminé, on ne pourra plus le réutiliser. Donc, quand on met le cathé, il faut y aller fermement, mais quand même être délicat, faire attention de ne pas déchirer la veine ombilicale. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a injecté de CC, on va aspirer pour qu'il y ait un retour sanguin franc. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cet aller et le retour du sang, on peut se permettre d'injecter de l'adrénaline s'il le faut, ou faire un remplissage, sachant que quand on passe de l'adrénaline, il faut systématiquement faire un rinçage avec au moins 4 cc de NaCl pour que l'adrénaline passe, parce que le cathé est assez long. On peut ne pas fixer dans ce genre de situation et faire toute une réa avec ce dispositif-là. On va regarder la vidéo, vas-y. Là, je vais la commenter parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas la petite musique. Donc voilà, on passe le cathé. Alors pour favoriser l'entrée du cathé, on peut orienter la veine ombilicale vers le bas, vers le pôle basal de l'enfant. Et une fois qu'on l'a passé, il faut un retour. Donc retour franc, vraiment, sans problème. Et éventuellement, pour avoir ce retour, on peut être amené à tirer un tout petit peu le cathéter au moment où on aspire. Et là, on a le sang qui remonte. Et là, on peut injecter. Suivant. Non, suivant. Voilà. Donc, il faut se dire que on peut faire tout, comme je vous l'ai dit, on peut faire toute une réanimation avec un KTVO, avec un aller et un retour dans ce genre de situation. Mais parfois, l'enfant, une fois qu'on a passé la phase de la réanimation proprement dite, l'enfant a parfois besoin de soins post-réanimation. Donc, il est possible de laisser ce KTVO en place. Il faudra le fixer. Il faudra bien sûr, à chaque fois qu'on laisse un KTVO sur plusieurs minutes, plusieurs heures, il faut le vérifier. Il faut faire une radio systématiquement. Bon, maintenant, il y a aussi la possibilité de faire des échos pour le positionnement de l'extrémité du KTVO. Et il faut que ce KTVO se trouve donc dans des situations d'urgence. Hein. Là, on ne le met pas en position idéale. La position d'urgence, c'est le KTVO ce qu'on appelle en sous-hépatique. On le voit sur la radio qui est à l'AC. On voit que le KTVO, il est sous le foie. D'accord? Il est en bonne position. Et si par contre on fait la radio et qu'on a la même chose, mais que le KTVO se trouve là, on le voit, bam, il va vers le foie, là,
on n'injecte rien, on arrête tout. Il faut absolument retirer. On risque de provoquer des lésions irréversibles du foie. Donc là, il faut le retirer. Et on peut repositionner éventuellement un KTVO. On va le retirer complètement et on va mettre un KTVO en place. Et le KTVO en place, c'est la radio A où le KTVO est en sus hépatique. Il est juste à l'entrée de l'oreillette droite. Faut se dire que le KTVO, comme on le voit dans la radio C, c'est un KTVO qu'on va retirer assez rapidement. Il n'est pas question de laisser 2-3 jours, comme on le dit parfois, mais il faut le retirer le plus rapidement possible pour mettre un KTVO qui soit en bonne position, ou alors on met une VEP ou on met un 4 central, un type KTECC. Voilà. Alors, les complications liées au KTVO d'urgence, elles sont rares, mais elles sont toujours, quasiment toujours liées à des cathéters qui ont été mal positionnés, soit en intrahépatique, soit en intracardiaque, intrathoracique. Donc, les risques, c'est perforation du côlon, entérocolite, c'est endocardite, tamponnage, des choses comme ça. Il y a aussi des accidents vasculaires, thromboembolie, bien entendu, comme on a dit tout à l'heure, ou éventuellement la fameuse hypertension portale sur les cavernums. Mais c'est quand même relativement rare par rapport au nombre de cathés qu'on met en urgence ou pas. C'est des complications qui sont vraiment très, très rares. Alors, juste pour vous dire, ça c'est très important, c'est l'avant-dernière diapositive, c'est que la question qu'on peut se poser éventuellement, sur un cordon ombilical, il y a 2 artères et une veine. On se dit, si on n'a pas la veine, on va utiliser l'artère. Non, l'artère ombilicale ne s'utilise pas comme une voie d'urgence. Vraiment, vraiment, il faut avoir ça en tête. On met un cathéter artério-ombilical uniquement pour faire des prélèvements sanguins ou faire un suivi de in vitro comme la tension artérielle sanglante. Je dis bien on peut éventuellement utiliser un cathétérisme de l'artère ombilicale si le KTVO est un échec, s'il n'y a pas de VVP, enfin on a essayé de piquer l'enfant, il n'y a plus de VVP, mais à ce moment-là, on n'injectera que du NaCl ou du G10, du G5 ou du G10, mais pas plus, pas d'autres concentrations. Et surtout, ça je veux que vous reteniez ça, s'il y a une contre-indication formelle à mettre sur le KTAO, c'est de l'adrénaline et des amines. Juste la radio, pour vous montrer si on fait une radio pour savoir où on en est, est-ce que j'ai mis un VO en haut? C'est pas difficile, hein. On voit le VO, il est à droite du rachis, il est en ligne droite, alors que ça c'est le VO bien sûr, et le AO, donc il est en position centrale ou à droite ou à gauche du rachis, pardon, et il fait une petite boucle en bas, c'est le trajet en fait de l'artère ombilicale, et ça fait la différence entre l'un et l'autre. Voilà. Alors, quelques petits take-home messages. Donc, le KTVO, il faut se dire, c'est la voie à privilégier en cas d'urgence chez un nouveau-né en stade de naissance ou lors d'un accouchement inopiné extra-hospitalier. C'est une voie simple, rapide et sûre. Et bon, je ne vous ai pas mis toutes les publications, mais il y en a pas mal sur les courbes d'apprentissage, et celle-ci à la pose d'un cathéter veineux d'urgence, et celle-ci est excellente en simulation, bien sûr, sur des mannequins néonataux. Et bien sûr, il faut se faire aider éventuellement si on a envie d'en poser. Il faut aller dans des endroits dans les types 3 pour voir. Et généralement, ça se fait, on l'apprend vite et on le fait généralement bien et en sécurité. Bien sûr, autre chose, il faut envisager la constitution de kits de KTVO d'urgence en salle de naissance, bien sûr pour gagner du temps et pour avoir au cas de besoin, si on doit avoir un enfant en arrêt, c'est plus facile quand même et on y arrive plus facilement à passer de l'adrénaline en urgence. Voilà. Et je voudrais vous remercier de votre attention et surtout dire merci au réseau Périnatal Aurore pour les 2 films que j'ai empruntés pour cette formation. Voilà. Merci Fabien. On va laisser la parole maintenant au docteur Camille Tison pour la voie d'abord d'urgence en salle de naissance, le cathéter intra-osseux. Bonjour à tous. Donc, on va aborder effectivement la possibilité de poser un cathéter intra-osseux en salle de naissance. C'est quoi un cathéter intra-osseux? Alors, suivant. Alors, c'est quoi? C'est un cathéter qui est apparu en 1922, donc au début du XXe siècle, qui a connu un développement assez fantastique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été abandonné ensuite, puis c'est réapparu progressivement en médecine dans les années 80, et c'est un outil qui est particulièrement connu de la médecine militaire, mais aussi des services d'urgence pédiatrique, avec quand même une tendance à la sous-utilisation en France par rapport aux pays anglo-saxons. On peut passer la diapo d'après. Il se trouve que ce cathéter intra-osseux est quand même très peu connu des maternités, des blocs naissance et des services de néonatologie. Le principe, c'est en fait utiliser la moelle osseuse comme un abord veineux. Et donc, on va introduire un cathéter solide dans le canal médulaire d'un os long, ce qui permettra la diffusion de médicaments, mais aussi de remplissage ou de produits sanguins
à travers la vascularisation de cette moelle osseuse vers la circulation générale. Et donc, en médecine d'urgence, ce cathéter intra-osseux, il est vraiment reconnu comme aussi efficace qu'une voie veineuse centrale. L'intérêt de ce cathéter, c'est que c'est facile et rapide à poser, à condition d'y être formé, mais ça, c'est toujours la même chose pour la pose des abords veineux. De toute façon, il faut être formé pour pouvoir les poser. Et donc, on peut passer, on a plusieurs cathéters qui existent. Alors aujourd'hui, il y a deux grands types de cathéters qui vont se distinguer, des aiguilles à insertion manuelle, qu'on appelle les cathéters de type Cook, qui étaient les premiers à apparaître. En fait, il y a un orifice distal et deux petits orifices latéraux. Il y a différentes largeurs de cathéters, hein, du 18 gauche, du 16 gauche ou du 14 gauche. C'est vraiment adapté aux nouveau-nés, aux nourrissons. Il se trouve qu'il n'y a pas de taille adulte qui existe officiellement pour la pose de ces cathéters de type Cook. Et puis, ce qui est le plus diffusé aujourd'hui partout dans le monde, ce sont des aiguilles avec une insertion par un dispositif semi-automatique de type perceuse de marque EZIO. Et là, en fait, la largeur de l'aiguille est la même pour toutes, c'est 15 gauges. C'est la longueur qui est variable. Il y a trois longueurs. Il y a des cathés roses qui ont 15 mm de long, des cathés bleus à 25 mm de long et des cathés jaunes à 45 mm de long qui sont destinés aux adultes. Donc, on va passer. Quand est-ce qu'on doit poser en pédiatrie un cathéter intra-osseux? Les indications, elles sont très claires. Elles sont définies par les recommandations de l'ERC, hein, European Resuscitation Council. Donc, c'était déjà dit clairement en 2010, puis en 2015, renouvelé en 2021. C'est la voie de choix dans l'urgence vitale pédiatrique. Alors, l'urgence vitale pédiatrique, c'est quoi? Ben, ça va être l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant, du nourrisson, ou dans des situations de choc décompensé chez l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une insuffisance circulatoire avec des troubles de conscience ou une hypotension. Donc, en fait, il y a deux messages à retenir. J'ai affaire à un arrêt cardio-respiratoire pédiatrique inaugural, c'est-à-dire je n'ai pas de voie veineuse posée au préalable chez cet enfant au moment où il fait son arrêt cardiaque. Je ne dois pas me poser de questions, c'est je pose un cathéter intra-osseux tout de suite. Si c'est un choc décompensé, je peux me donner une tentative de voie veineuse périphérique et en cas d'échec, je dois tout de suite basculer sur le cathéter intra-osseux. Donc, du fait de ces indications, c'est vrai que c'est un outil très connu des pédiatres urgentistes qui font de la réanimation ou du SMUR pédiatrique. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de, et alors, est-ce que ça pourrait être utilisé chez les nouveau-nés? Donc, on va basculer sur la diapo d'après. Donc, les pédiatres de CHG connaissent ça très bien aussi, puisqu'ils l'utilisent dans leur service pour leurs urgences pédiatriques. Mais c'est vrai que c'est plutôt peu connu des sages-femmes et c'est peu maîtrisé des pédiatres qui font exclusivement de la maternité ou de la néonatologie, parce qu'ils l'ont appris interne. Hein. Quand on est interne de pédiatrie, on apprend à poser un cathéter intra-osseux. Mais après, si on fait plus que de la mater ou de la néonate, on a eu tendance à oublier les techniques et en tout cas à ne pas avoir le recul d'expérience qui permet d'être à l'aise avec ça. Et pourtant, ce que nous disent les recommandations, les dernières 2021, c'est très clairement écrit, c'est noir sur blanc dans les recos, c'est qu'en cas d'échec d'accès veineux ombilical par la voie ombilicale pour l'urgence vitale en salle de naissance, eh bien, le cathéter intra-osseux, c'est la deuxième alternative qu'on va utiliser derrière. À partir du moment où on a besoin de passer des médicaments ou des drogues. Voilà, donc on peut avancer. Et donc, en fait, dans notre algorithme de prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire en salle de naissance, à partir du moment où on a commencé les compressions thoraciques en association aux insufflations et que se pose la question de la nécessité d'injecter l'adrénaline, eh bien, effectivement, normalement, arrive le KTVO. Et si je suis en échec ou si je ne peux pas poser de KTVO, parce qu'il y a certaines situations où la veine ombilicale ne va pas être accessible, eh bien, je peux poser un cathé intra-osseux. On peut passer. Donc ça vient pas de nulle part, hein. Il y a eu de la bibliographie quand même derrière tout ça qui nous a permis d'avoir un petit peu de recul d'expérience sur le nouveau-né. Ça a commencé dans les fins des années 90 avec des case reports en fait, où des gens qui connaissaient le cathéter intra-osseux l'ont utilisé chez les nouveau-nés. Vous voyez, on a même un premier cas chez un 800 grammes, donc même chez des tout petits, dont ça pourrait sembler étonnant d'aller mettre un cathéter dans un os d'un préterme qui fait 800 grammes, et ben ça marche. Et donc, il y a d'autres études, une trentaine de cathéters intra-osseux chez 27 nouveau-nés, vous voyez, en 99, publiés. Donc, on nous dit, oui, c'est possible, en fait, hein, c'est pas incompatible l'os d'un nouveau-né avec la possibilité d'utiliser un catéio. On peut continuer. Après, dans les années 2000, il y a eu des simulations, en fait des études de simulation en salle de naissance où on a essayé de comparer durée pour poser un catévéro versus durée pour poser un catéio. Et en fait, les études, il y en a eu plusieurs comme ça tout au long des années 2000. Elles vont plutôt toutes dans le même sens et disent que finalement, c'est quand même plus rapide de poser un cathéter intra-osseux
qu'un KTVO. Et je rajouterais même qu'effectivement, le KTVO, autant sur mannequin, c'est assez facile parce que les veines ombilicales des mannequins, elles sont quand même simples, elles sont bien larges et elles sont rectilignes. Autant dans la vraie vie, la veine ombilicale, on le sait tous, nous qui posons des KTVO, ben, c'est pas toujours si facile de monter un cathéter dans une veine ombilicale quand elle est très tortueuse. On a beau essayer de changer les inclinaisons, on n'est pas toujours en succès immédiat. Et donc, bah, effectivement, ça peut sembler plus simple si on est formé de poser le cathé intra-osseux. Alors, on va encore avancer un peu dans la biblio. On arrive au début des années 2010. Donc, on continue en fait d'avoir plusieurs revues de littérature qui nous disent qu'à chaque fois qu'on compare VO et cathéter intraosseux, en tout cas en termes de durée de mise en place, globalement, le cathéter intraosseux arrive toujours devant en termes de rapidité. Mais tout doucement, il y a quand même des études qui vont nous dire attention, hein, quand même, il y a des effets secondaires potentiels avec les cathéters intraosseux. Il faut les connaître, donc il faut faire attention à ça. On peut continuer. Et donc, il y a alors une étude intéressante là, de 2022 qui est assez récente et qui a comparé 3 types d'accès intraosseux, donc des aiguilles Cook, et notamment aussi les aiguilles avec les perceuses. Et en fait, là, c'est un peu étonnant. Dans cette étude, on nous dit que finalement, ça a été plus simple de poser du manuel que du perceuse. Alors, il faut essayer d'étudier pourquoi. Mais finalement, il y a eu moins de taux de réussite à la perceuse qu'avec le cathé manuel. Et donc, finalement, ce que nous dit les recos de l'ERC, c'est oui, effectivement, l'intraos a vraiment sa place dans la salle de naissance en cas d'urgence vitale néonatale, en cas d'échec de la voie centrale par voie ombilicale. Mais attention, il y a quand même quelques effets secondaires qui sont rapportés et il y a encore des études qui sont nécessaires pour savoir finalement quel est le type d'aiguille optimal et quel serait le site de pose le plus optimal chez le nouveau-né. Voilà, on peut passer, suivant. Voilà, ce qui est important, et c'est le message fort évidemment, c'est qu'on doit être formé à ça pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est un geste médical, mais qui peut être délégué aux paramédicaux, comme les infirmières, les puéricultrices, les sages-femmes, après formation et à condition d'avoir écrit une procédure en amont qui permet de déléguer la gestuelle. Et ça, c'est quand même très pratique, parce que quand on est dans une réanimation en salle de naissance, chacun a son rôle, et il est important que le pédiatre puisse essayer de garder un recul. Et donc, si possible, s'il ne peut ne pas avoir à poser la voix et à rentrer dans cette gestuelle, il peut garder le recul de la réanimation. Suivant. Alors, en pratique, je vais vous présenter quand même ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. C'est donc la technique ZIO, donc cette fameuse perceuse que vous voyez là en haut à droite. Ça se présente avec, c'est une perceuse avec une petite batterie interne. Une batterie qui est vendue avec la perceuse et qui ne se recharge pas, hein. En fait, elle a une durée de vie limitée, qui dure quand même plusieurs années, mais il faut la tester régulièrement. Et puis dessus, on va brancher un cathéter, donc une forme d'aiguille. Le choix de l'aiguille pour la salle de naissance, il est très clair, c'est l'aiguille rose, c'est-à-dire la plus courte, celle qui fait 15 mm. Le site d'insertion, on va en reparler. Donc, il y a en France, en tout cas dans nos pratiques, on utilise le plus souvent en pédiatrie le tibia proximal. Mais il se trouve que dans les recommandations, ce n'est pas ce site qui est recommandé pour les nouveau-nés. Le site qui est recommandé pour les nouveau-nés et les jeunes nourrissons, c'est le site fémoral distal. Donc, c'est 1 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. Je vous montrerai un schéma après. 1 cm en interne par rapport à la ligne médiane du fémur. Et puis, on va percer à cet endroit-là. C'est intéressant parce qu'en fait, le fémur, c'est un canal médulaire qui est plus large que le tibia chez le nouveau-né, donc qui va accepter des volumes de remplissage plus intéressants. On va passer. Donc, je vais vous montrer la vidéo juste après pour la technique de pose. Là, l'idée aussi, c'est comme tout à l'heure, on vous avait expliqué pour le KTVO d'urgence, il n'est pas question d'aller s'habiller en stérile pour poser un cathé intra-osseux. C'est je mets des gants stériles, je vais faire une désinfection rapide du site d'insertion. Je vais me repérer, je vais insérer mon aiguille. Une fois que j'ai mis l'aiguille en place, on va faire une première aspiration pour vérifier qu'on a un retour sanguin, puis proposer un rinçage de 2 ml de sérum FI, à l'issue duquel on va pouvoir injecter nos drogues, en général l'adrénaline du coup sur l'urgence de la salle de naissance, adrénaline qu'il faudra toujours rincer, flusher derrière systématiquement. Et comme pour le KTVO, jamais de goutte à goutte sur un cathéter intraosseux. Hein, le risque là pour nous, c'est que ça se bouche instantanément. Donc il doit y avoir toujours des pressions pour faire passer des liquides et des fluides sur les cathéters intraosseux. Donc, en général, on fait un montage sur pousseur électrique. Et si on doit faire du remplissage sur un enfant conscient, ce n'est pas la problématique de la salle de naissance là, à ce stade-là, on monte les débits progressivement parce que c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas tellement la pose du cathéter intraosseux, c'est les remplissages derrière qui créent des pressions dans le canal médulaire. Donc, une petite vidéo qu'on va vous avancer pour vous montrer déjà le site d'insertion, comment se repérer pour trouver le site d'insertion fémorale inférieur.
Donc, on va vous montrer ça. Voilà, alors bien, on y est bientôt, on avance, voilà. Donc ça, c'est le site donc, fémoral distal. Donc, vous voyez, vous prenez votre doigt, vous prenez 1 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule, puis sur la ligne médiane, vous vous mettez en interne, à peu près 1 cm en interne, et ça va être là qu'on va insérer l'aiguille intra-osseuse chez les nouveau-nés. Ensuite, on va continuer d'avancer et on va vous montrer les différentes étapes de la pose. On va encore avancer. Si on peut aller chercher la vidéo, ouais, voilà, se mettre... Voilà, on y est presque. Voilà. Donc, hop, ça va être là. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui va utiliser. Alors, ce qui est super, c'est l'utilisation des seringues pré-remplies qui nous facilite la tâche pour pouvoir faire les rinçages. On a désinfecté le site. Là, le cathéter rose est déjà branché sur la perceuse. Il y a un système d'aimant qui permet que le cathéter ne tombe pas. Et donc, en fait, on va insérer manuellement, on va positionner l'aiguille contre l'os. On va traverser la peau. Et un des repères importants à savoir, c'est qu'il y a toujours 2 petits repères noirs sur l'aiguille du cathéter intra-osseux. Et pour être sûr que la longueur d'aiguille va être suffisante, il faut qu'il y ait toujours au moins un des repères noirs qui reste à l'extérieur visible. Là, c'est le cas, on le voit bien, donc ça veut dire que cette aiguille va être de longueur suffisante pour atteindre le canal médulaire sur l'os. Ensuite, comme en bricolage, on va appuyer sur la perceuse et on va enfoncer le cathéter dans l'os. C'est vraiment une sensation qui est proche de celle du bricolage. Le cathéter va être fixé dans l'os et on dit toujours que ça doit être solide comme un clou dans une planche. Et puis, on va retirer le cathéter, avoir un retour sanguin qui va monter ou pas, ça dépend de la situation de l'enfant. On va pouvoir faire un prélèvement. Alors, en salle de naissance, encore une fois, dans l'urgence néonatale de la salle de naissance, ce n'est pas forcément le moment d'aller faire le prélèvement à cet endroit-là, mais on pourra l'utiliser pour ça secondairement. Et on a rincé le système de tubulure qui se branche sur le cathéter intra-osseux auparavant, bien sûr, on l'a purgé. Et on va utiliser ce système, vous allez le voir, pour pouvoir faire notre première, voilà, un premier flush de 2 cc qui permet de s'assurer que la voie est bien en place. On va bien palper la peau autour pour vérifier qu'il n'y a pas de suffusion, d'extravasation. Et puis ensuite, on injecte l'adré et on va repousser notre rinçage pour pouvoir être sûr d'avoir flushé toute la dose d'adré dans l'enfant, tout en continuant bien sûr la réanimation. Donc là, je vous montre après, en suivant, on peut passer à la diapo d'après, les petites photos pour vous donner des exemples d'insertion. Donc voilà, l'insertion fémorale distale. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que on a de plus en plus l'expérience de le faire, mais il y a encore quelques années, on n'osait pas trop parce qu'on avait tellement cette habitude du site tibial qu'on ne pensait pas forcément utiliser le fémoral. Et puis c'est sur des occasions d'échec tibial qu'on a fini par poser le fémoral et se rendre compte que c'est quand même très intéressant, notamment, je vous le disais, pour les quantités de remplissage. Et vous avez à droite le site tibial inférieur qui peut être aussi utilisé chez les jeunes enfants, mais pas particulièrement indiqué chez les nouveau-nés. On peut passer la diapo. Donc pour conclure, il faut savoir que c'est quand même vraiment facile et vraiment très rapide à poser, un cathéter intra-osseux si on a été formé au préalable. Bien sûr, c'est vraiment pour des situations de réanimation néonatale et particulièrement dans l'arrêt cardio-respiratoire. Il n'est pas question de substituer à un échec de VVP chez un enfant stabilisé de vouloir poser un KTIO, ce n'est pas du tout sa place. Donc plutôt en deuxième intention après échec du KTVO, mais je pense qu'il a aussi sa place si vous êtes un personnel pas du tout expert du KTVO et que vous avez affaire à une urgence vitale néonatale, peut se poser la question d'aller directement au cathéter intra-osseux. Et donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce cathéter intra-osseux mérite qu'on diffuse sa formation chez le nouveau-né, dans les services de maternité, de néonat, dans les salles de naissance, et que tout le monde soit formé également à la pose du cathéter intra-osseux, qui, au même titre que le KTVO, peut aider à sauver la vie au cours de la réanimation du nouveau-né. Je pense aussi que ce cathéter intra-osseux, il a une place privilégiée pour les urgentistes SMUR qui ont affaire à des naissances inopinées extra-hospitalières, parce que là aussi, poser un KTVO en urgence dans un arrêt cardiaque de nouveau-né, quand on n'est pas du tout expert de la pose du KTVO, et c'est le cas de nos collègues urgentistes, le cathéter intra-osseux, à ce moment-là, a une place privilégiée. Par contre, effectivement, ça mérite de continuer à étudier les modalités optimales d'utilisation et donc il faut l'utiliser plus pour qu'on puisse affiner nos études là-dessus. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions, s'il y en a, mais je crois que j'ai vu une main se lever tout à l'heure. Alors, si la personne qui avait levé la main, vous pouvez dans le chat aux questions-réponses, parce que je ne peux pas vous donner peut-être dans la discussion.
Il faut que vous écriviez vos questions dans la discussion ou dans les questions-réponses. Alors, je n'ai pas de questions, mais c'était très intéressant. Merci. Merci, Madame Vasseur. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction. Est-ce qu'il y a une autre? Non, c'est tout. Ah, pour le KTIO, y a-t-il un débit max? Qui veut répondre? Ben, il n'y a pas de débit max. Le débit, c'est comme pour la VVP, c'est ce que va tolérer en fait le cathéter intraosseux et surtout ce que va tolérer le canal médulaire qui est derrière. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit en pratique, c'est que on a posé un cathéter intraosseux, il est bien posé, bien positionné, on n'a pas de doute sur ça. Et en fait, au moment où on commence les remplissages, on se rend compte qu'on est un peu en limite avec impossibilité de faire de la pression supplémentaire. Alors, il y a de la pression pouce-seringue, mais dans les situations d'urgence vitale, quand on remplit à la main. C'est-à-dire qu'on pousse à la main sur le pouce-seringue. Et du coup, on va avoir cette sensation de résistance qui nous fait dire, aïe, je ne peux pas aller plus, je ne peux pas pousser plus. Et c'est là l'idée que si vous aviez posé un cathéter intraosseux tibial, c'est probablement qu'il faut aller basculer sur un site fémoral parce qu'on va avoir un canal médulaire plus large et donc il va accepter plus de remplissage. Alors après, Madame Fressineau nous dit que bah, tu avais répondu à sa question, Fabien. Donc c'est bon. L'hôpital de Cerdagne nous remercie. Donc on est presque international. Sandrine Cos, très intéressant. Serait-il possible d'avoir la vidéo? Oui. Alors vous aurez toute la vidéo complète sur le site du réseau et sur la chaîne YouTube du réseau. Voilà. Je pense au courant de la semaine prochaine. KTVO en urgence, au NLS, on aurait dit à mes collègues de ne pas perdre de temps à mettre des gants stériles. Est-ce que c'est vrai? Tu as dit minimal, mais voilà. tu as dit des gants quand Voilà. même. Le minimal, le minimal, c'est ça, mais effectivement, après, ça dépend de la situation. Je crois qu'il faut s'adapter à chaque fois. On a tous connu des réanimations à très haut stress qui fait qu'on oublie. D'accord? C'est pas bien, mais effectivement, si on sait que le diagnostic vital est engagé chez l'enfant, y compris sur une voie centrale, parce que c'est clairement une voie centrale, le VO, eh bien, on va le faire, on va le faire. Mais ça doit rester l'exception. L'idée, c'est quand même de s'entraîner, d'organiser la réanimation, de savoir qui fait quoi et libérer, mettre la personne qui est le plus apte à faire un KTVO en position de pouvoir faire les choses correctement. Et donc, ça veut dire, j'ai un kit KTVO qui est prêt avec des gants stériles adaptés à la taille de la personne et ensuite, on enchaîne. Donc, pour qu'il y ait ce mouvement-là, il n'y a pas photo, il faut s'entraîner, il faut faire de la simulation, bon, voilà, il faut le faire souvent et pas sur l'enfant, parce que là, c'est un peu trop tard, mais le faire sur des mannequins. Et maintenant, les mannequins ne coûtent pas très cher, on peut, puis voilà, c'est facile à faire, quoi. Même sur des petits bouts de cordon. Même Il sur y a des équipes qui le font sur des petits bouts de cordon. Oui, oui. Ouais. Alors, autre question, si le KTVO est en intrahépatique, peut-on se permettre de le retirer de quelques centimètres au lieu de tout retirer? Alors, on ne le sait pas, parce que comme c'est un catéter d'urgence, on ne le sait pas. C'est une fois qu'on on est en soins post-réanimation qu'on s'aperçoit qu'on a peut-être fait une bêtise, on a mis un peu trop loin, on va le retirer. Effectivement, on peut le retirer de 2 cm, et puis ensuite, on peut le réutiliser, d'accord? Mais à ce moment-là, on va être très prudent, c'est-à-dire globalement, on va éviter de mettre des amines en continu, sauf si c'est nécessaire. On va éviter de mettre des solutés trop concentrés, je ne sais pas, du G15 ou du G30, on ne va pas le faire, ça, on ne va pas le faire. Et puis ensuite, on va se mettre en sécurité en néonatologie ou en réanimation, où là, on va rediscuter de repositionner, de remettre un autre KTVO ou de voie veineuse périph ou un KTECC. Enfin, on va rediscuter différemment. Là, l'idée, l'objet de cette présentation sur le KTVO, c'est en pleine urgence, en plein stress et une forme de désorganisation. Donc, dans le chaos, il faut s'organiser et toujours la même chose. Je me suis entraîné, j'arrive, je ne pourrais pas le vérifier, j'injecte, mais effectivement, ce n'est pas la bonne chose et on contrôlera dans un deuxième temps, effectivement. Et on peut anticiper peut-être préparer la table avec le KTVO si on voit un rythme fœtal bien sûr, pronostic. c'est toujours la même chose. Alors, l'anticipation, ça fait partie de la bonne gestion de la réanimation néonatale. D'ailleurs, globalement, il faut communiquer entre nous, entre obstétriciens, sages-femmes, et puis pédiatres, puis on voit que cette situation, elle se dégrade et que
peut-être on sera amené à faire une réanimation. Et l'anticipation, c'est chacun a un rôle, chacun a sa position. Le risque est important éventuellement d'avoir une réanimation à un enfant qui ne s'adapte pas bien. Donc on aura besoin peut-être de sang, peut-être on aura besoin d'un remplissage, peut-être on aura besoin d'adrénaline. Donc dans toutes ces situations, il faut les anticiper. Ce n'est pas toujours faisable, hein, Ouais. mais dès qu'on peut le faire, dès qu'on peut l'envisager, dès qu'on peut l'anticiper, il faut le faire et sortir le maximum. Et donc, sortir le kit, voilà, le kit animation, préparer de l'adrénaline, des choses comme ça, quoi. Alors, une question pour Camille. La jambe de l'enfant être-elle tendue pour la pose du KT-IO? Alors non, la position de la jambe importe peu, puisqu'en fait, on ne va pas piquer dans l'articulation, hein, on pique dans l'os. Donc, que vous ayez un genou un peu semi-fléchi ou tendu, c'est pareil. L'idée, c'est que vous soyez, vous, à l'aise pour faire la gestuelle. Quand on fait les formations, on conseille aux gens de ne surtout pas avoir la main sous le membre qu'on va piquer, parce que le risque, c'est de se blesser si on dérape. Pas de raison vraiment de déraper, mais dans l'urgence et dans le stress, ça peut arriver quand même. Donc, il faut éviter ça. Donc, on va plutôt tenir le membre par-dessus, en fait. On peut mettre un petit billot sous le genou pour que la jambe soit semi-fléchie en fonction de si on pique en fémoral ou en tibial, mais il n'y a pas besoin que la jambe soit tendue, non. Ah, On on t'entend a pas, Camille. perdu Camille. Le Ah, dernier vous mot, m'avez la perdu. dernière phrase, on t'a pas entendu, Camille. Là, vous me réentendez? Ah, ça y est, non. Vous m'entendez plus? Euh, Est-ce que là, Tu vous nous m'entendez? entends, Camille, toi, ou pas? Oui, Parce moi, qu'on je vous t'entend pas entends. du tout, là. Plus On du tout. t'entend plus. J'ai plus de Est-ce que son. tu peux répondre, Moi, je Fabien? t'entends Camille, hein. C'était quoi? Toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel. Ah, bon, Ça va peut-être revenir. On va Sur prendre les autres la... questions. On va prendre les autres questions. Sur faut-il tenir la jambe tendue? non. Non, Non. voilà, Voilà. c'est clair. Pendant combien de temps on peut garder un cat intra-osseux en place? 24 heures. On Et, t'entend toujours pas. Étienne va me Euh, relayer. Vas-y, Étienne. Alors, le docteur Alors, Tison dit Étienne ou 24 heures. Fabien? non, mais Étienne, on entend, c'est Étienne nous m'entend. qui entendons Dis-lui. pas, Ah, peut-être. peut-être. Voilà. Plus personne Ouais, nous entend. ouais. Vous Moi, je nous vous entends. entendez? Moi, je vous entends très bien. Donc, la réponse pour Je crois que c'est peut-être le nous qui temps, avons un pour le problème KTVO, aussi. pardon, le KTIO, Connexion. c'est 24 heures. Donc, 24. c'est 24 heures officiellement, mais évidemment qu'en pratique réelle, on n'a jamais besoin de laisser en place 24 heures un catéo. L'enfant aura été stabilisé ou amené dans un service de réanimation où il y a un cathéter central qui pourra être posé en relais ou une VVP si ça s'est amélioré. Est-ce que vous nous entendez du coup Non, je pense qu'ils ne m'ont pas entendu, mais vas-y, toi, Étienne, tu peux redire. je sais pas. Est-ce que Fabien, vous m'entendez ou pas? Je pense que c'est le bug, il vient de chez eux, Ah oui. directement. Est-ce que Je crois on qu'on vous ne nous entend bien? entend plus. Donc on entend, il y a qui est le réseau. On va enchaîner sur les. C'est pas grave. Si vous entendez Étienne et Camille, Alors, je vous laisse la voix. ok, on va enchaîner sur On va les enchaîner sur les questions. autres questions. Ouais. Ouais, a priori tout le monde nous entend bien. Alors je vais reprendre du coup les questions. On en était où? Pendant combien de temps peut-on garder un caté entre Ouais, c'est tout à fait. Y a-t-il des recommandations particulières au retrait du KT intra-osseux? Non, en fait, on va juste simplement tirer dessus avec ce mouvement de dévissage, en fait, et mettre un petit pansement compressif dessus, mais souvent ça saigne peu. Par contre, on demande normalement de contrôler une radiographie de l'os cathétérisé à 6 semaines pour s'assurer de l'absence de fracture. Bien. En Question tout cas, de suivante. la cicatrisation. Ok. La question suivante, c'est pourquoi, à votre avis, le KT intra-osseux peut être délégué, mais pas le KTVO au puère? Moi, je pense que le KTVO peut être délégué de la même façon. Après, c'est à nous de le réfléchir en équipe. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas déléguer la pose du KTVO On d'urgence, entend puisque ce n'est pas un Camille. KTVO central, c'est un KTVO qu'on monte à 3 à 5 cm. Donc, je pense que ça peut être fait par n'importe qui à partir du moment où on est formé. Très bien. La question de Marie Sturam qui demande comment être bien sûr que le KTIO soit bien positionné s'il n'y a pas de retour veineux. Oui, on va le sentir quand on fait notre premier flush Est-ce que de vous nous notre entendez? premier massage. Oui, on vous entend, mais ils ne nous entendent pas. Donc en fait, dès qu'on va faire le rinçage, ça doit pas buter, c'est-à-dire qu'on sent que ça passe facilement et que ça n'extravase pas, c'est-à-dire qu'on regarde la peau autour, on palpe la peau. S'il n'y a pas d'induration de la peau autour, c'est qu'on est en place. Donc la question suivante, y a déjà répondu, c'est 24 heures max. Entendons, on entend bien, Très on bien, entend vous tout le entendez. monde, c'est cool, Parfait. tout le monde nous entend, c'est très bien. Il y avait une question. Bonjour, pour la pose de voie veineuse périphérique, faut-il au préalable purger
le KT au sérum Phi ou pas nécessaire. Il y a des pratiques qui diffèrent parfois. Alors, moi, de par mon observation et mon expérience, je pense que c'est chacun sa technique. Il y en a qui vont chercher, qui vont purger au préalable avec du sérum Phi, d'autres qui ne vont pas purger directement. Ça marche dans tous les cas. Voilà. Question suivante de Printy. Comment diagnostiquer une extravasation sur KT intra-osseux? Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous le sentez, ça se voit sur la peau, on voit la peau gonflée en fait et le mollet gonflé. Alors, si c'est un caté intra-osseux tibial, par exemple, qui a été posé, on voit le mollet se durcir. Donc, en fait, il faut en permanence palper autour du caté et en dessous si on sent une différence de consistance dans le muscle. Si ça extravase, en fait, il va y avoir un durcissement des tissus autour, donc on va le voir. Mais pour ça, il ne faut surtout pas masquer les tissus par des pansements. Il faut que le caté soit toujours visible et que ce soit toujours visible autour également. Voilà, donc on est attendu pour une formation KT-osseux. Tout à fait. Alors, moi, je retiens en take-home message quand même, c'est arrêter l'adré en voie trachéale, parce que ça, on l'a encore vu de temps en temps. Donc, c'est vraiment. Même très souvent sur des RMM qu'on fait à certains endroits. Donc, ça, c'est vraiment. Je crois que Camille, tu es d'accord hein, Ben, je crois qu'elle a plus sa place à partir du moment où on a des alternatives au KTVO d'urgence, parce que souvent les gens faisaient de l'adré intratrachéal parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour aller rapidement poser le KTVO d'urgence. Donc soit on est à l'aise et on le fait, mais encore comme tu le disais, ça nécessite de l'entraînement et de la simulation. Mais je pense qu'il y a quand même cette alternative du KTIO qui sera à mon sens quand même plus efficace que l'adré intratrachéal si on doit poser une voie d'urgence. Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on s'est tout dit. Il est 14 heures, on est parfait, on a tenu le timing. Prochaine webinaire, c'est sur l'orthogénie. Donc, au mois de juin, n'hésitez pas à venir nombreux. Ce ne sera peut-être pas le même centre d'intérêt pour vous, mais voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Camille, merci Étienne et Fabien. Et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.